C'est le défi qu'on n'attendait pas. Nous avons besoin des matériaux pour produire et stocker l'énergie. Nos déchets, une fois recyclés, pourraient devenir nos matières premières. L'avenir, c'est maintenant avec le grès-liège. Où trouver les matières premières pour concevoir les équipements qui permettront d'une part la production d'énergie et d'autre part le stockage de celle-ci? L'Europe et la Wallonie ont compris que le recyclage des métaux est au cœur du redéploiement économique et des enjeux climatiques. Alors, ressources nouvelles pour énergie nouvelle, vice ou vertu? Jean-Luc Pleumers et ses invités positionnent la Wallonie vallée du recyclage, mais avant tout, ils plantent le décor. Le modèle qu'on a adopté pendant des décennies n'est pas du tout tenable. Je nous appelle la génération BIC. Je crois que dans le livre d'histoire, on parlera de nous comme la génération BIC, celle qui a imaginé qu'on pouvait fabriquer un BIC, c'est le cas de le dire, ou un briquet, l'utiliser et puis le jeter. C'est une incongruité totale. Paix au baron BIC, mais ça n'empêche que l'idée même de jeter, une fois que quelque chose ne fonctionne plus, est une incongruité. Donc aujourd'hui, l'Europe, peut-être la première, a pris conscience du fait qu'il fallait concevoir les choses autrement et que donc un produit ne devrait jamais arriver en fin de vie, enfin la fin de vie devrait être arriver le plus tard possible, et que donc tous nos produits devraient être beaucoup plus facilement réparables, réutilisables et in fine aussi recyclables. Et une fois qu'on pense comme ça, on pense en cycle, en fait c'est du biomimétisme, la nature fonctionne en cycle. La première chose que vous apprenez dans un cours de géologie, c'est le cycle géologique. Les roches sont recyclées. Alors ça met des millions d'années, mais donc la nature pense en cycle. Donc l'homme aussi doit réfléchir en cycle. Notre génération a profité de manière scandaleuse des combustibles fossiles. Je dirais qu'on a un peu tout flambé, ce qui est un peu provoquant, parce que ce n'est pas l'utilisation la plus pertinente qu'on puisse avoir des combustibles fossiles. Mais à côté du combustible fossile, il y a dans le sous-sol toute une série de métaux. Et ça va peut-être surprendre, mais effectivement, la transition énergétique ne se fera pas sans ces métaux. Ces métaux sont indispensables pour capter les énergies renouvelables en particulier. Donc, on n'a pas fini de solliciter les ressources du sous-sol pour assurer nos besoins énergétiques à l'avenir. Je vais vous surprendre, en fait, il y a encore énormément de ressources dans le sous-sol. Donc, vous ne me ferez pas dire qu'elles sont rares, vous ne me ferez pas dire que nous allons atteindre les limites de ces ressources. Il y a encore, aux cadences auxquelles on les extrait aujourd'hui, cadences qui vont augmenter à l'avenir, il y a encore des ressources pour des centaines d'années. Donc la question n'est pas tellement comment faire face à une raréfaction des ressources, parce qu'on n'y est pas encore. La question, c'est comment utiliser le plus intelligemment possible ces ressources. Et là, on touche à toute la thématique de l'économie circulaire en particulier. Moralité, on creuse où, Monsieur Pirard? Plus personne ne veut que l'on creuse un trou à côté de chez lui. Et donc il y a une opposition sociétale complète à l'idée d'extraire des ressources, alors qu'en même temps, il n'y aura pas de transition énergétique sans ces ressources. Donc là, il y a quelque chose, il faut réconcilier l'homme avec cette réalité-là, qu'il faut aller chercher les ressources dans le sous-sol, et que si on veut le faire correctement au niveau social et environnemental, il faut le faire chez nous, c'est du circuit court. Oui, oui. Donc on délocalise le problème chez les autres, quelque part. On l'a délocalisé, on ne s'en est peut-être pas rendu compte, parce que ça nous arrangeait bien. Je dis, on a gardé, nous, ce qu'on appelait les hautes technologies, ou l'aspect le raffinage des métaux, et donc la mine, on l'avait sous-traité, si je puis dire, ça nous arrangeait bien. C'est vrai aussi que la nature fait des gisements à des endroits qui sont parfois incongrus, parfois très isolés, en plein milieu de l'Amazonie ou en plein milieu de l'Australie. C'est là qu'il y a aussi des gisements remarquables. C'est vrai que si le fer ne vient plus de nos Ardennes, c'est parce qu'on a trouvé des gisements colossaux au Brésil. Donc il n'y a pas que l'idée de délocalisation, il y a la qualité du minerai qui joue aussi. Mais il faut qu'on retrouve, il faut qu'on réinternalise tout ça, il faut qu'on réinternalise l'impact environnemental de l'ensemble de nos activités. Donc on doit retrouver effectivement tout un écosystème industriel en Europe. Donc, ok, d'une part, on creuse de façon responsable et d'autre part, on favorise le recyclage? Il y a encore énormément à faire pour qu'on puisse recycler mieux. Donc soyons bien clairs, la transition énergétique, c'est quelque part l'intensification de l'utilisation des métaux. Il n'y a pas d'énergie solaire sans silicium, il n'y a pas d'énergie éolienne sans cuivre et sans terres rares, il n'y a pas de stockage d'énergie sans cobalt, sans nickel, sans lithium. Donc tous ces éléments-là vont se retrouver dans ces technologies. Sommes-nous capables d'aller les chercher aujourd'hui? Je vais vous répondre que non, dans pas mal de cas. Beaucoup de ces éléments ne sont pas récupérés. Pas parce que c'est impossible, fondamentalement tout est toujours possible, mais parce que c'est beaucoup trop coûteux ou trop complexe. Donc il faut absolument faire baisser le coût opératoire, il faut absolument baisser aussi le coût énergétique du recyclage,
Et ça suppose de travailler de commun accord entre ceux qui conçoivent, par exemple, les panneaux photovoltaïques et ceux qui doivent les recycler. Un exemple type, les panneaux photovoltaïques, c'est du silicium de très haute pureté, mais qui est collé sur une série de supports et sur du verre. Ça, c'est une catastrophe pour le recyclage, parce que du coup, on contamine ce silicium et on ne peut pas le retrouver à l'état de pureté à laquelle il se trouvait. Et il y a plein d'exemples similaires où il y a un besoin de collaboration. Alors justement, partons du côté des acteurs spécialisés du recyclage. Ils dépolluent, ils valorisent les matières et surtout, ils positionnent la Wallonie. Nous avons, depuis 2012, développé également le recyclage des panneaux photovoltaïques. Donc cela s'est tenu dans le cadre d'une recherche. Cette recherche que RECMA coordonnait mettait également en présence Comet Traitement et 2 universités, 2 laboratoires de chimie, l'un de l'ULB et l'un de l'ULG. Et donc, aujourd'hui, tout panneau photovoltaïque qui se trouve sur un toit quelconque en Belgique, un jour, il finira chez vous. C'est un espoir. Je pense qu'on est toujours dans la préhistoire dans le domaine du recyclage, mais il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place. Donc on n'est plus à l'échelle du laboratoire, on n'est plus à l'échelle même du prototype. Maintenant, on a des filières vraiment, on parlait du photovoltaïque, c'est un exemple, mais là vraiment, on a une filière complète. Rien que sur l'année 2020, on a probablement recyclé en région wallonne 2 à 3 000 tonnes de panneaux photovoltaïques. Je ne pense pas qu'il y ait une autre région en Europe qui puisse se vanter et se targuer de ce genre de résultats. Il y a de l'emploi derrière? Ah oui, ça c'est peut-être probablement un atout du recyclage, c'est que le déchet peut se transporter, mais il ne se transporte pas n'importe comment, et souvent il y a toute une série d'actions nécessaires, c'est-à-dire la BAC logistique, ramener toutes ces matières vers des points de concentration. Et donc, qui dit ce genre d'activité dit déjà beaucoup d'emplois locaux, mais derrière ça, il y a systématiquement des étapes qu'on va qualifier de démantèlement, de dépollution, qui ne sont pas très mécanisables. Et donc, ces emplois-là sont indispensables dans la chaîne de valeur. Puis derrière, qui dit nouvelle filière industrielle, dit nouveaux emplois. Et j'aurais tendance à dire, une fois qu'on met en place des outils industriels de cette taille-là, ce sont des emplois assez structurants. Alors, pas avec la même échelle que la métallurgie du passé qu'on a connue dans nos régions, mais certainement structurants dans une moindre mesure, mais dans notre région. Et donc, une difficulté, le recyclage de ce type de produits, ce type de métaux, c'est une difficulté technique, technologique? Alors oui, parce qu'on a vécu beaucoup sur des matériaux de base qui étaient l'acier, l'aluminium, le cuivre, de manière majoritaire sur la plupart des technologies anciennes. Aujourd'hui, on va parler d'étain, d'argent, de silicium. Ce genre de matériaux, même plus complexes en devenir, ils sont beaucoup plus difficiles pour nous à les rechercher parce que ce sont des nouveaux métiers à créer. Synthétisons. Allons chercher dans le sol de façon responsable les métaux dont nous avons besoin, notamment pour le recyclage, et favorisons au maximum le recyclage des matériaux en fin de vie. Mais quels sont les défis? On remarque que les grandes révolutions technologiques sont liées aux métaux, aux matériaux en général, mais aux métaux de plus en plus diversifiés, de plus en plus nobles. Ça, c'est une tendance générale qu'on peut regarder sur plusieurs siècles, en fait. Dès que les grandes technologies sont arrivées, les révolutions, on voit que le nombre de métaux auxquels il faut faire appel pour ces grands défis sont importants. Donc c'est le cas, par exemple, allez, je vais prendre le numérique. C'est clair qu'on parle beaucoup d'Internet des objets. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des capteurs. Les capteurs sont des métaux. Il faut transmettre l'information, la donnée. Ça se fait par des antennes. Ce sont des métaux qui portent tout ça. Ou pour étudier, pour analyser, le big data, c'est porté par des ordinateurs. Donc c'est aussi des métaux. Et si on prend l'énergie, c'est la même chose. Donc les panneaux solaires, tout ce qui est batterie, lithium, nickel, tout ça, c'est vraiment très important. Et donc, je pense que notre révolution technologique, mais qui est liée aussi, pour moi, au développement, je dirais, du durable, en particulier de l'énergie et du numérique, eh bien, je pense que là, les métaux sont indispensables. Et donc, et des métaux de plus en plus difficiles à trouver, puisque c'est une question vraiment de stratégie au niveau mondial, au niveau de l'acquisition ou l'accès à ces métaux. Ils se trouvent en général dans des endroits qui ne sont plus des endroits européens, ou même de plus en plus c'est difficile de les trouver. Donc où va-t-on les trouver? Fatalement en Chine ou dans ces pays-là. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une problématique fondamentale d'accessibilité à ces métaux. Comme on parle de métaux un peu plus mineurs, ça veut dire qu'il va y avoir des fluctuations de marché qui seront importantes.
Et donc, qui dit fluctuation de marché, dit des incertitudes par rapport aux investissements, et c'est probablement ça qui freine un petit peu à l'échelle européenne toute une série d'initiatives. D'où l'importance, comme je l'ai signalé tout à l'heure, d'avoir des groupements tels que Reverse Métallurgie pour se doter, dans une première étape, de gros pilotes pour faire des démonstrations de ce type de filière et de voir aussi leur robustesse par rapport justement à des fluctuations de marché sur ces métaux qui resteront indispensables dans le moyen et le long terme. Donc la région wallonne peut être un des leaders européens dans ce domaine du recyclage de matériaux. Et je voudrais même renforcer, la région wallonne est déjà leader dans ce domaine. On a un portefeuille de projets concernant le recyclage des métaux, et en particulier les métaux de la transition énergétique. Donc nous sommes prêts aujourd'hui à attaquer la question du recyclage des batteries, du recyclage des véhicules hybrides ou des véhicules électriques, du recyclage des trottinettes, du recyclage des panneaux solaires. Voilà, tout ça est envisagé dans le portefeuille de recherche Reverse Metallurgy. La difficulté peut-être, c'est que ce sont des alliages de métaux. Il n'y a pas un métal unique. Voilà, ce sont parfois des concepts. Donc on nous a fait une soupe métallurgique et effectivement, des métaux comme l'aluminium sont utilisés sous forme pure, mais aussi sous forme de milliers d'alliages différents. Le cuivre, tout le monde connaît le bronze et le laiton, mais il y a en fait des milliers de bronze et de laiton, donc on a rendu les choses très très difficiles. Ce qui fait la performance de nos matériaux, c'est justement l'association de différents métaux, et c'est là que nous butons sur les difficultés au niveau du recyclage. Et donc, il ne faut sans doute pas refaire des métaux purs, mais il faut arriver à trier différents alliages. Et pour ça, nous travaillons notamment sur le tri robotique. On demande à des robots de voir des choses que l'œil ne voit pas et de trier des alliages que nous ne serions pas capables de trier. Pendant la première partie de Reverse, on a surtout renforcé le potentiel technologique de la région, notamment au niveau des industriels, par des développements technologiques de nouveaux procédés qui sont actuellement en train de se mettre en place. Donc, il y a une série d'investissements qui se font, avec des fours plasma, avec de nouvelles approches au niveau hydrométallurgie, par exemple, dans le tri intelligent et automatisé, qui sont indispensables. Donc, renforcement du potentiel technologique des entreprises, renforcement véritablement d'une coupole scientifique, avec les acteurs dont je viens de parler, avec des gros investissements de plusieurs millions, même pratiquement 25 millions, pour les mettre à un niveau vraiment, un top niveau au niveau européen et même mondial. Donc on devient vraiment, je dirais, on devient vraiment un des leaders en matière de recyclage des métaux au niveau européen. Ça me paraît relativement clair. Donc ça, c'était notre objectif. Maintenant, on est en train de revoir notre stratégie, en tous les cas de la compléter, en partant davantage du marché. Il faut évidemment maîtriser les filières. Si je prends par exemple l'automobile, il y a des filières à maîtriser pour aller récupérer les batteries, etc. Et il y a d'autres filières évidemment que cela, dans la mobilité électrique, elle est de plus en plus importante. Donc il faut maîtriser les filières. Et puis, il faut, une fois qu'on a maîtrisé l'approvisionnement, il faut traiter métallurgiquement les choses. Oui, la Wallonie peut se montrer ambitieuse. Il y a eu vraiment, maintenant, depuis une dizaine d'années, il y avait déjà des grands acteurs dans le domaine du recyclage en Wallonie, mais il y a eu aussi une dynamique qui s'est installée depuis, on va dire, 2013-2014, avec la Reverse Métallurgie, et vraiment un partenariat entre tout le secteur de la recherche et du développement, les industriels, mais un appui aussi public très important pour finalement dans la transition, parce que la métallurgie a connu une transition aussi, on est passé de la métallurgie beaucoup plus primaire à maintenant une métallurgie secondaire, qui est la métallurgie du recyclage, et là la Wallonie a vraiment pris en main ce sujet. Et avec les acteurs que je viens de citer, on est vraiment, je pense, un des leaders et pionniers européens en la matière. Depuis plus d'une vingtaine d'années, des directives encadrent le déchet électrique électronique, le véhicule hors d'usage et d'autres thématiques. Et donc, grâce à ce genre de législation, il y a eu un dynamisme industriel et de recherche qui s'est installé et qui donne certainement une bonne dizaine d'avance à l'Europe. Maintenant, cette avance, il ne faut pas la perdre et donc il faut la maintenir parce que les autres continents en sont bien conscients. La transition énergétique stimule d'autres continents et donc ce leadership, il faut le conserver et aller de l'avant. Rendez-vous sur la page YouTube du Greliège pour découvrir ou redécouvrir tous nos épisodes.